Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après ce panneau, je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je ne peux pas dépasser de voiture. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce panneau interdit le dépassement des véhicules motorisés, excepté les motos sans sidecar. Donc après ce panneau, vous ne pouvez pas dépasser de voiture, vous ne pouvez pas dépasser de camion, et vous ne pouvez pas dépasser de moto avec un sidecar. Par contre, vous pouvez dépasser une moto. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. La signalisation annonce un passage à niveau A. Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 150 mètres. Alors, ici, la signalisation est composée de trois éléments. Alors, tout d'abord, le panneau de danger. Alors, ce panneau de danger nous informe de la présence d'un passage à niveau avec barrière. Ensuite, on a un panonceau qui vient donc préciser le panneau de danger, disant qu'effectivement, ce passage à niveau sera aussi doté d'un signal automatique. Et juste en dessous, on a une balise de passage à niveau. Donc, cette balise, elle est décomposée en 3 balises. Vous allez voir qu'il y a des balises avec 3 bandes rouges, comme ici, avec 2 bandes rouges et avec une bande rouge. Donc, ces balises, elles servent à quoi ? Ces balises, elles vous permettent de connaître la distance entre cette balise et le passage à niveau. Alors, ici, on est en hors agglomération. Donc, lorsque tu verras une balise avec 3 bandes rouges, ça voudra dire que tu es à 150 mètres du passage à niveau. Si tu rencontres une balise avec 2 bandes rouges, cela voudra dire que tu es à 100 mètres du passage à niveau. Et si tu rencontres une balise avec une seule bande rouge, tu es à 50 mètres du passage à niveau. Alors, pour tous ceux qui se demandent, mais comment savoir si on est en agglomération ou hors agglomération ? Je vous incite fortement à aller sur la plateforme pédagogique, car ça, c'est vraiment une question de cours simple que vous devez savoir, hein, c'est super important. Donc, pour répondre à la question, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte ? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le
PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Cette signalisation verticale indique réponse A, un obstacle, réponse B, une intersection. Alors, je suis sûr que vous vous posez la question, c'est quoi une signalisation verticale? Alors, une signalisation verticale, ça va être toutes les signalisations qui sont verticales, c'est-à-dire les feux, les panneaux, les balises et les bornes. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle une balise. Alors, celle-ci, c'est une balise d'obstacle. Elle indique un obstacle sur la chaussée. Une balise d'intersection ressemblera à ça. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Un piéton peut être masqué par la camionnette. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est des choses qui arrivent souvent. Pour information, la camionnette est très mal garée, hein. C'est un stationnement dangereux. Pourquoi est-ce que c'est un stationnement dangereux? Tout simplement parce que elle obstrue le champ de vision du conducteur. Donc derrière cette camionnette peut se trouver des piétons, des enfants avec des zones d'incertitude élevées. Donc effectivement, ici, la camionnette peut masquer un piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Ce chien est bien attaché. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez que les chiens doivent également être attachés. Tout d'abord, pour pas vous gêner lorsque vous conduisez, mais également pour pas que ils se transforment en projectiles si vous devez faire un freinage d'urgence. Alors, sachez qu'il existe des mécanismes, notamment des laisses pour chiens, hein, qui permettent justement aux chiens d'être attachés en sécurité. Alors, il n'y a pas que ces sortes de mécanismes qui existent. Il en existe bien d'autres, notamment parfois avec des filets. Donc, ici, est-ce que le chien est bien attaché? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Dans cette situation, le véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs sortes de stationnements interdits. Tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Ici, comme tu le remarques sur l'image, le véhicule est garé sur un passage piéton. C'est donc un stationnement très gênant. Alors, un stationnement très gênant est sanctionné par une contravention de 4e classe, c'est-à-dire une amende de 135 €. Alors, attention,
parce que tu peux également être sanctionné d'une immobilisation du véhicule si tu ne déplaces pas ton véhicule à temps. Donc, ici, pour répondre à la question, dans cette situation, le véhicule n'est pas bien stationné. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Le taux d'alcool maximum autorisé pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, réponse A. 0,5 g par litre de sang, réponse B. Alors attention à cette question parce que vous êtes beaucoup à ne pas comprendre pourquoi il y a des taux différents. Alors, s'il y a des taux différents, c'est tout simplement parce qu'il faut différencier les personnes qui sont en permis probatoire, c'est-à-dire ceux qui, en général, ont leur permis depuis moins de 3 ans, et ceux qui ont un permis, on va dire, normal, c'est-à-dire ceux qui ont passé la période probatoire. Donc, 2 taux différents. Pour une personne qui a dépassé son permis probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé, c'est de 0,5 g par litre de sang. Par contre, pour une personne qui est toujours en probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé est de 0,2 g par litre de sang. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Dans cette situation, réponse A, je passe avant les piétons. Réponse B, je passe après les piétons. Alors, il faut savoir une chose. Si tu refuses la priorité aux piétons au passage piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. C'est une contravention de quatrième classe qui est sanctionnée par une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc, ici, les piétons sont engagés dans le passage piéton. Dans cette situation, je passe après les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Je demande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, je demande à mes passagers d'ouvrir la porte afin de vérifier l'angle mort pour savoir s'il n'y a pas un autre véhicule. Et je leur demande exactement la même chose, côté trottoir également, savoir s'il n'y a pas un usager vulnérable. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Je roule à 50 km/h. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il y a un virage devant nous, très serré, très sinueux, sans aucune visibilité. On a à peine quelques mètres de visibilité. Donc ici, à 50 km/h, ça va être compliqué de prendre ce virage en sécurité. Et j'ai même envie de dire qu'ici, c'est un virage qu'on prend en deuxième. Donc à moins de 30 km/h. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 12. Au péage, je choisis ma voie en fonction de mon moyen de paiement.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, avant d'arriver à un péage, on a souvent donc un panneau d'indication bleu qui nous indique les moyens de paiement. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Donc ici, je vous ai mis tous les panneaux indiquant les différents moyens de paiement. Donc on va pas y revenir aujourd'hui parce que ce serait trop long et c'est pas la question. Mais vous allez pouvoir connaître la signification de ces panneaux dans la formation. Ici, dans le panneau qui nous est indiqué pour cette question, tout à gauche, on aura le droit à des voies en télépéage. Au milieu, on aura droit à des voies pour paiement par carte bancaire. Et à droite, pour paiement en liquide. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Cet emplacement est réservé. Réponse A, à l'écopartage. Réponse B, au covoiturage. Alors cette question elle est intéressante parce que vous confondez toujours covoiturage, écopartage, écomobilité, écoconduite. Bon, aujourd'hui, on va voir la différence entre le covoiturage et l'écopartage. Alors, tu vois, ce panneau indique en fait le covoiturage. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Alors que le panneau pour l'écopartage, c'est celui-ci. Alors, le covoiturage, c'est quoi ? Le covoiturage, c'est le fait de partager un itinéraire avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut même être des inconnus que tu trouveras via certaines applications. L'écopartage, c'est quoi ? L'écopartage, c'est autre chose. L'écopartage, c'est le fait de louer un véhicule en libre service. Donc parfois pour moins d'une heure. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. Alors ces deux choses différentes participent à l'écomobilité. C'est vrai. Mais c'est deux concepts différents. Ici, cet emplacement est réservé au covoiturage. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Je tourne à droite. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma de la situation. Donc, nous, on a un stop. Donc, on doit marquer l'arrêt. On veut tourner à droite. Donc, logiquement, on va devoir laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, de notre gauche. Pour l'instant, tout va bien. Alors, est-ce que je dois aussi laisser céder le passage plutôt aux véhicules qui viennent de droite? Étant donné que je tourne à droite, est-ce que c'est pertinent de laisser de céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Eh bien oui. Par exemple, un véhicule qui vient de droite pourrait par exemple doubler un vélo. Hein,
Là, on a des traits pointillés. Il peut doubler un vélo. D'ailleurs, il peut même doubler un vélo avec un trait continu. Donc, s'il double un vélo, il sera sur la voie. Et il faudra lui laisser le passage. Donc, est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche? Oui. Réponse A. Et est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Oui. Réponse C. Question numéro 15. Un piéton a 90% de chances de survie en cas de choc à... Réponse A, 50 km/h. Réponse B, 30 km/h. Alors, c'est une question qui est souvent posée dans les examens du code de la route. Donc, faut le savoir par cœur. Effectivement, à 30 km/h, en cas de choc avec un véhicule, un piéton a 90% de chances de survie. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a réduit quasiment maintenant dans toutes les villes de France la circulation à 30 km/h en agglomération. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. La consommation d'alcool diminue la capacité à voir la couleur rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, attention à cette question, car elle tombe très souvent à l'examen officiel du code de la route. Alors effectivement, la consommation d'alcool va diminuer la capacité à voir la couleur rouge. Alors, ça a une importance. C'est quand même une question qui est pertinente. C'est-à-dire que, étant donné que énormément de signalisations sont de couleur rouge, notamment les feux rouges, notamment les panneaux de danger, notamment les panneaux d'interdiction. Ils sont de couleur rouge. Donc, en buvant de l'alcool, tu vas être moins enclin à les repérer. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. La distance de freinage est plus longue par temps de pluie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là aussi, question évidente. Effectivement, la distance de freinage va être rallongée par temps de pluie, tout simplement parce que la chaussée sera humide. En général, la distance de freinage est 2 fois plus longue par temps de pluie que par temps sec.
Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Sur certains véhicules, je peux régler mon siège en hauteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, n'oublie pas, pour une bonne installation, il faut être ni trop loin du volant et des pédales, ni trop près. Donc, ici, effectivement, sur certains véhicules, on peut aussi, pour avoir une meilleure installation, régler son siège en hauteur. Donc, la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 19. Cet enfant est bien installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment très facile. Cet enfant est très mal installé, tout simplement parce qu'il ne porte pas de ceinture de sécurité. De plus, dans ce cas-là, étant donné que le passager est mineur, c'est le conducteur qui est responsable et il devra payer une amende de 135 €. C'est une contravention de 4e classe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Cette action est à éviter durant la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est évident. Utiliser un téléphone, un GPS, même la radio, durant la conduite, diminue votre vigilance et donc augmente les probabilités d'accident. Donc c'est accidentogène. Donc lorsqu'on conduit, on ne fait rien d'autre. La bonne réponse. Ici. Question numéro 21. Ma vitesse est adaptée à la situation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, déjà ici, on est dans une situation, on est dans une rue à sens unique, et c'est une rue marchande, hein. On a un trottoir à gauche et à droite, on a des tables sur les trottoirs. Donc ici, on roule à 19 km/h, ce qui est une bonne allure pour ce type de rue. J'ai même envie de dire, vous auriez pu rouler jusque 30 km/h. Maximum. Dans ce type de rue-là, c'est maximum 30 km/h. Que la vitesse maximale autorisée soit plus grande ou non. Là, clairement, il y a trop de gens autour de vous. La rue, elle est trop étroite pour rouler au-delà des 30 km/h. Donc 19 km/h, c'est parfait. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Lorsque j'alerte les secours, je dois leur communiquer. Réponse A, l'identité de la victime. Réponse B, l'état de la victime. Réponse C, le lieu exact de l'accident.
Alors, si vous êtes témoin d'un accident, donc avec dommages corporels, bien sûr, avant d'alerter les secours, il faut d'abord avoir un pré-diagnostic. Alors, on ne vous demande pas d'être un médecin, on ne vous demande pas de faire un diagnostic médical, mais en fait de donner les informations essentielles au secours. Alors, tout d'abord, ça va être des informations pratiques. C'est-à-dire, ça va être des informations de lieu. Il faudra donner l'adresse exacte si vous êtes en agglomération. Mais si par exemple vous êtes sur une route que vous ne connaissez pas ou une autoroute, il faudra aussi donner des informations assez précises pour que les secours puissent venir rapidement. Alors par exemple, si vous êtes sur une route ou une autoroute, il faudra donner le numéro de la route ou de l'autoroute. Il faudra aussi donner le sens de circulation dans lequel vous êtes. Par exemple, je suis sur la A13 direction Versailles. Le plus simple, par exemple, lorsque vous êtes dans une route ou une autoroute, c'est par exemple de donner les indications qu'il y a sur les bornes kilométriques. Vous vous souvenez, on a vu ça plusieurs fois. Donc il y a des bornes kilométriques sur les autoroutes, mais sur les routes aussi. Donc ça permettra au secours d'avoir une localisation précise et donc d'intervenir le plus rapidement possible. Alors ensuite, il y aura on va dire un pré-diagnostic global de l'état de la victime. Donc il faudra donner comme information, donc est-ce que la victime est consciente ou non? Est-ce que la victime respire ou non? Est-ce que la victime peut se déplacer ou non? Est-ce que la victime a une hémorragie externe ou non? Voilà. Donc c'est un pré-diagnostic, on va dire, global. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce qu'on donne l'identité de la victime? Non. Clairement, ça n'a aucune importance de donner le nom, le prénom, la date de naissance de la victime. Par contre, donner l'état de la victime et le lieu exact de l'accident, c'est primordial. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 23. La vitesse maximale autorisée pour un poids lourd est de réponse A, 130 km/h, réponse B, 90 km/h. Alors, les poids lourds doivent répondre à des réglementations spécifiques en termes de poids, en termes de dimension, mais également en termes de vitesse. Donc, un poids lourd ne pourra jamais aller au-dessus de 90 km/h. Et ce, peu importe le type de route. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Question numéro 37. Ce panneau indique une interdiction de stationner du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 16 au 31. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Je ralentis et je dépasse ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, bien sûr, on dépasse le camion. Cependant, on va faire attention à bien ralentir parce qu'on ne sait jamais.
devant le camion, il peut y avoir des ouvriers, par exemple. Là, on est à côté d'un chantier, il peut y avoir des ouvriers ou, par exemple, le chauffeur de camion qui veut monter dans son poids lourd. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Avec cette commande, je règle la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, cette commande te permet de régler la hauteur des feux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Étant de nuit, il est préférable de faire un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on arrive à un stop dans une agglomération, certes de nuit, mais éclairée. Donc il est totalement inutile de faire un appel lumineux. Ici, tout le monde vous voit. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Ce panneau indique un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le panneau de danger qui indique un passage piéton, c'est celui-ci. Alors que le panneau qu'il y a sur la photo, c'est celui-ci. Et ce panneau-là indique un endroit fréquenté par des enfants. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, on est dans une route à double sens. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Clairement, là, c'est une question de cours. Donc, si tu t'es trompé à cette question, je t'incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 30. Je marque l'arrêt avant le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors cette question, il me semble qu'on l'a déjà vu même dans ce test-ci qu'on est en train de faire. Donc ici, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. Donc, ceux qui sont prioritaires, c'est les piétons. Donc ici, je dois m'arrêter et laisser passer les piétons. Sinon, c'est un déni de priorité. 6 points en moins, 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites.
Donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 31. Il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, tu peux utiliser un porte-vélo pour transporter tes vélos. Par contre, il y a des conditions. Tout d'abord, l'homologation. Donc, tu peux pas acheter n'importe quel porte-vélo. Le vélo doit être homologué selon la norme française 18903.2 ou alors la norme internationale ISO 15263.4. Également, il faut que tu respectes les limites de vitesse et les limites de poids selon le porte-vélo que tu as acheté. Troisième chose à savoir, il faut que la plaque d'immatriculation et que les feux arrière du véhicule soient visibles. S'ils ne sont pas visibles, alors il faut que le porte-vélo reporte les feux et la plaque de manière à ce qu'elles soient visibles, comme ici sur l'image. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule? La bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 32. Il est préférable de retirer son manteau avant de s'installer au volant. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, pour des raisons de confort, mais aussi pour une meilleure attache de la ceinture de sécurité, il est préférable de retirer son manteau. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. Pour remplir le réservoir de liquide de refroidissement, je débouche le bouchon noir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le bouchon du liquide de refroidissement est celui qui est noir. Concernant le bouchon bleu, c'est le bouchon du réservoir du liquide de lave-glace.
La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. L'ESP permet de corriger les écarts de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. Cette aide à la conduite est un équipement qui te permet de corriger la perte de stabilité au niveau de la trajectoire et de l'adhérence du véhicule. Il permet donc de corriger les écarts de trajectoire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. En ville, il est plus rapide d'effectuer un petit trajet à pied qu'en voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça peut paraître étrange, mais effectivement, en ville, il sera beaucoup plus rapide d'effectuer un petit trajet en marchant ou en vélo plutôt qu'en utilisant votre voiture. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Je roule sans assurance. Je risque une annulation de permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, rouler sans assurance est très risqué. Alors vous risquez entre autres, certes, une annulation de permis, mais aussi une confiscation du véhicule, et la liste est longue. Donc ici, effectivement, je risque une annulation de permis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Je dois changer ma roue. Cet indice triangulaire me permet de positionner le cric au bon endroit pour soulever le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ce petit indice qu'il y a sur le véhicule te permet de bien positionner le cric. Pourquoi ? Parce que tu peux pas mettre le cric n'importe où. Il y a des renforts spéciaux sous la voiture prévus à cet effet. Alors, comment véritablement utiliser un cric ? C'est très simple. Tu places la fente du cric au niveau du rebord de la voiture. Comme cela. Ensuite, tu tournes le cric et la voiture est soulevée. Maintenant, tu peux changer ta roue. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Je dois changer mes essuie-glaces. Réponse A, tous les ans. Réponse B, tous les 2 ans. Alors, les essuie-glaces sont des équipements obligatoires qui doivent être changés tous les ans. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs.
Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Question numéro 39. Réduire l'utilisation de la voiture permet A. De diminuer les nuisances sonores, B. De diminuer la pollution, C. De supprimer tout risque d'accident. Bien sûr, réduire l'utilisation de la voiture ne va pas vous permettre de supprimer tout risque d'accident. Par contre, il va permettre de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 40. Le camion blanc a sûrement vu le vélo. Oui, réponse A, non, réponse B. Comme vous le voyez ici, le camion blanc, en fait, est situé de telle sorte qu'il y a des panneaux d'indication blancs
qui gênent en fait la vue du vélo. Mais j'ai envie de dire, même s'il n'y avait pas eu ces panneaux blancs, il y a très peu de chances pour que le camion ait vu le vélo. Très très peu parce que les vélos, vous allez voir quand vous allez commencer à conduire, on les voit très mal, même de jour. C'est fin, c'est de matière métallique, donc par exemple là, regardez, il fait un beau soleil, donc c'est réfléchissant. Ça peut se fondre en fait avec la couleur par exemple du bitume. Donc ici, est-ce que le camion blanc a sûrement vu le vélo? La bonne réponse est la réponse B, sûrement pas. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.